Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Juliette Mout, Adélaïde Renaud, Fanny Enjolras-Galitzine et Anaïs Kadja pour le premier épisode du cycle hors-série été 2022 de Couture apparente, le vrai prix de la mode responsable. Cet épisode a été enregistré en partenariat avec le Digger Club dans le cadre du cycle de conférences du Digger Club Market le 18 juin 2022 à Paris. Avec Chloé Roch, fondatrice du Digger Club, nous avons voulu initier des conversations autour des grands enjeux de la mode responsable avec des marques éthiques, des journalistes et des activistes. La première conférence de ce cycle s'interroge sur le coût de la mode durable, comment les marques peuvent convaincre les consommateuristes du bien fondé de leur prix et pourquoi ces enjeux recoupent également des questions autour du classisme et de la législation. Je suis ravie d'avoir pu en discuter avec mes invités, même si, comme vous vous rappelez peut-être, c'était en plein milieu de la canicule du mois dernier. Autant vous dire que c'était un challenge de discuter engagement en plein air sous 38 degrés, mais en même temps c'est exactement pour ça qu'on a conçu ces conférences, pour essayer de lutter et d'informer à notre échelle sur le dérèglement climatique et sur les solutions qui peuvent être mises en place pour aider l'industrie de la mode à ne plus contribuer à ce phénomène. Aujourd'hui, on commence par la conférence sur le vrai prix de la mode responsable. Parce que par exemple, quand vous allez sur le site de Shein, qui est l'une des marques de mode les plus consommées au monde, que ce soit en termes de vente de vêtements ou de chiffre d'affaires, vous trouvez des vêtements à partir de 2,70 €. Donc en 2022, il y a pas mal de monde qui pense que c'est ok d'avoir des vêtements neufs à moins de 3 €. Sauf qu'en fait, pour avoir des vêtements qui font du bien aux humains ou à la planète, en ne surexploitant pas les ressources et en payant correctement les gens, ça a un certain coût. Et ça peut être difficile à entendre, surtout dans les périodes économiques qu'on traverse, où il y a l'inflation, les crises dues au Covid et une montée de la précarité. Mais c'est quand même important d'expliquer pourquoi ce coût est là et pourquoi il y a en fait plusieurs options. Parce qu'il n'y a pas que le neuf qui est éthique. Donc on se réunit aujourd'hui pour parler de ça et pour discuter des différentes options. Donc j'ai avec moi Fanny Enjolras-Galitzine qui tient le compte The Greenimalist et qui du coup éduque quotidiennement une communauté sur la mode responsable. Juliette Mout qui est la créatrice de Capo Bianco, une marque de bijoux éthiques. Adélaïde Renaud, directrice de Air Slash, qui est une marque d'upcycling qui a été lancée par le Relais Val de Seine. Et Anaïs Kadja, cofondatrice de la marque Dialogue, qui tourne autour du lin et qui fait donc des vêtements neufs, éthiques, et avec des prix tout à fait justifiables, comme tu vas nous l'expliquer. Du coup, Juliette, Adélaïde, Anaïs, vous avez des méthodes de production et des sources de matière qui sont très différentes en fonction de vos activités. Pour les personnes qui ne connaissent pas vos marques, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous faites ? Alors moi, mon mode de production, je travaille uniquement des matières précieuses, donc de l'or et de l'argent. Enfin, pour l'instant, à 98% de l'argent. Du coup, j'achète uniquement des bijoux d'occasion. Et je fais du réemploi ou du recyclage. Donc ça veut dire que je vais acheter des bijoux de seconde main qui seront en plus ou moins bon état. Je vais garder ceux que je peux réemployer tels quels et je vais les transformer. Et ceux que je ne peux pas réemployer, qui sont trop abîmés ou qui ne me plaisent pas, je vais les fondre et je vais les transformer complètement, les recycler complètement. Je vais les faire fondre, je vais tirer du fil et je vais en faire des anneaux, d'autres bijoux. Donc ma matière première à moi, elle n'est pas très chère parce que l'argent, il faut savoir que ça coûte à peu près 70 centimes le gramme. Mais par contre, la plus grosse étape dans mon travail, c'est l'étape de restauration, puisque comme j'achète des bijoux d'occasion pour les rendre de nouveau vendables et je dois les restaurer. Du coup, c'est ça qui fait la plus grosse partie du prix de mon bijou. Et évidemment, il faut compter les étapes il faut chiner, il faut transformer ce qui est transformable, fondre, retravailler, souder.
Après, et tout le travail de polissage, et de restauration pour les bijoux que je réemploie tels quels, mais que je veux revaloriser. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, on ne peut pas vendre un bijou à moins de 3 euros, sur lequel on aura passé moi, je passe entre 2 et 7 heures par pièce, par bijou. Voilà, la main-d'œuvre demande, pour moi, c'est la plus grande partie de mon travail. Autour des matériaux que je réemploie, puisqu'ils ne sont pas neufs, il y a tout ce travail de restauration. Et puis du coup, en parlant de main-d'œuvre, Adélaïde, tu as une main-d'œuvre assez spécifique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Donc la marque Airslash, elle a été créée très récemment, elle est toute jeune, elle a été créée et lancée au mois de décembre. Et donc créée par le Relais Val-de-Seine, qui est assez connu comme centre de tri et acteur du recyclage et de la seconde main. Et donc forcément, cette marque d'upcycling, elle a été créée pour répondre à des enjeux et à un manque de solutions pour les vêtements qui sont trop abîmés et qu'on ne peut pas revendre en boutique. Donc nous, on se base sur cette marque que sur des vêtements évidemment de seconde main, que sur même au niveau de la mercerie, on fait un maximum avec ceux qu'on a et on se base que sur des vêtements qui ne peuvent pas être revendus en boutique, donc qui ne sont plus en état d'être portés et qui auraient dû être recyclés. Donc plutôt que de les recycler, on préfère les upcycler pour leur donner une seconde vie et ensuite ils auront de nombreuses vies et seront recyclés. Et le Relais Val-de-Seine, le Relais de manière générale, est aussi connu pour ses objectifs sociaux, qui sont de créer de l'emploi en insertion. Donc le Relais Val-de-Seine, aujourd'hui, embauche 80 personnes en insertion. Et donc l'objectif de ce projet, c'est aussi de créer des emplois en insertion. Donc sachant que la marque est toute récente, on est encore avec des personnes en stage pour nous aider à construire la marque. Moi, je suis en alternance là-bas. Mais on a pour objectif de construire un chantier d'insertion pour le mois de septembre-octobre, pour la rentrée. Et donc d'embaucher des personnes en insertion dès la fin de l'année sur ces postes de couture justement et d'upcycling. Donc c'est un process qui est aussi très long parce que quand on fait de l'upcycling, c'est toujours très long. Et puis là, on se base sur des vêtements de seconde main et donc sur des pièces uniques. Donc il faut repenser le vêtement à chaque fois au niveau de la taille, au niveau de la matière, où sont placées les tâches, comment retransformer le vêtement avec tout ce cahier des charges. Alors chez Dialogue, c'est très différent. En fait, nous, on a choisi de valoriser le savoir-faire français. Donc on travaille avec à peu près 12 entreprises partout en France. Nous, on s'est spécialisé dans le lin, tout simplement parce que c'est une matière qui, dès qu'on a commencé à faire des recherches, à l'étudier, a semblé assez évidente pour nous. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le lin, c'est vraiment une matière presque française, quoi. Ça pousse chez nous, ça pousse en Normandie. C'est vraiment une plante presque miraculeuse pour nous parce que magnifique, dans tous les sens du terme, quoi. Et du coup, on a vraiment voulu, avec Dialogue, dialoguer sur ça, sur cette plante, sur qu'est-ce qu'on en fait, comment on la file. Grande magie de Dialogue, c'est qu'on a fait notre marque en même temps que Emmanuel Lang, qui est un filateur basé en Alsace, a ramené justement les filatures de lin en France. Du coup, on s'est dit, on voulait accompagner en fait toute cette relocalisation, montrer aux gens qu'il y avait une possibilité de faire une marque qui est cool, mais qui fait pas le tour du monde, qui a pas besoin d'avoir un t-shirt qui a plus voyagé que vous ou un jean qui a plus voyagé que vous. D'ailleurs, en parlant de jean, nous, petite chose qu'on a vraiment voulu, c'est faire un jean 100% lin. Montrer aux gens qu'il n'y a pas que le coton dans la vie, que c'est possible de faire des jeans autrement, ou en tout cas l'illusion d'un jean. Et c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans. Du coup, on fait travailler ces 12 entreprises à travers Dialogue. On essaye de montrer aux gens que derrière chaque vêtement, il y a de l'humain. Que ces humains, ils sont vraiment géniaux. À chaque fois qu'on a poussé des portes, on a vraiment vécu des aventures incroyables, des histoires incroyables. Si vous avez le temps, allez voir l'histoire de Emmanuel Lang. Elle est belle. Allez voir l'histoire de toutes ces marques, en fait, de toutes ces entreprises, surtout la Maillot Personnel, Maison Clisson. Maison Clisson, c'est une jeune fille, voilà, elle a 25 ans, elle a repris une manufacture. C'est une histoire de combat, quoi, de montrer que la mode, elle peut avoir un autre visage et un visage beaucoup plus humain. Et
petite cerise sur le gâteau qui en est une grosse quand même, et ben ça respecte l'environnement aussi. Donc c'est vraiment voilà, l'alignement des planètes, on peut dire. Tout à fait, c'est absolument ça. Et du coup, on a le point de vue des créatrices, mais du point de vue des activistes, comment ça se passe? Ou du point de vue des influenceuses, je sais que tu détestes ce terme, Fanny, désolée. Tu as quand même une communauté assez importante et du coup, c'est ça qui est génial, c'est que tu communiques beaucoup avec les gens qui te suivent, vous échangez beaucoup. Du coup, quand tu parles à ta communauté de consommer plus éthique, plus responsable, est-ce que tu constates des obstacles à cette consommation éthique de la mode? Alors, je vais plutôt dire que je vais donner le point de vue des consommateurs, pas des influenceuses, pas de tout ça, s'il te plaît. En fait, le frein numéro 1, et je pense que c'est pour ça que je suis là, c'est le prix. Il ne se passe pas une journée sans que j'ai un message, souvent en message privé, qui me dit voilà, j'aimerais mieux acheter, mais je peux pas mettre 130 € dans un jean. C'est pas possible. Donc entre le t-shirt à 2,70 € et le jean à 130 €, c'est là il faut trouver un équilibre et puis il faut voir complètement sa manière de consommer. Donc c'est pour ça que j'essaie d'accompagner, d'informer tant sur les coulisses pour dire que 2,70 €, il y a un vrai problème. Et puis faire de la pédagogie pour dire voilà, enfin pour aussi humaniser le vêtement parce que derrière le prix il y a des humains, derrière le prix tu l'as très bien dit Anaïs, il y a la petite cerise sur le gâteau, il y a aussi l'écologie et du coup c'est sans cesse de la pédagogie et encore de la pédagogie. Il faut changer son prisme, son regard en tout cas. Absolument. Et en plus, tu fais ce travail de manière assez extraordinaire depuis quelques années. Ça fait combien de temps déjà que tu fais 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans. Et c'est la preuve qu'il y a une demande pour ce genre de pédagogie parce que ta communauté est hyper impliquée, quoi. Donc, il y a une vraie demande. Les filles, en tant que créatrices, est-ce que vous avez, comme Fanny en parle, des retours sur vos prix? Et c'est dans quelle teneur? Est-ce que c'est des gens qui veulent se renseigner? Est-ce qu'il y a parfois, on entend parler d'animosité dans certains cas? Qu'est-ce que vous avez comme retour? Et dans ce cas-là, vous nous avez un peu parlé du process. Qu'est-ce que vous répondez aux gens? Alors moi, j'ai pas de critique parce que je pense que les gens qui suivent mon travail, ils savent, ils ont compris l'effort que ça demandait et donc ils comprennent la justification des prix. Après, bien évidemment, y en a qui pourront pas s'acheter un collier à 140 € comme ils auraient acheté un collier à 20 € chez H&M ou voire même à 10 €. Mais par contre, il y en a plein qui... j'ai déjà des gens en tout cas qui changent leur manière de réfléchir et qui se disent je préfère attendre... J'aurais pu m'acheter peut-être 10 colliers que j'aurais jetés à la fin de l'été chez H&M. Je vais attendre et quand je pourrai, je m'achèterai un collier à 130 € que je garderai toute ma vie et dans lequel ils sauront que qu'il y a une énergie qui a été mise, qu'il y a un vrai message dans ce bijou, dans la manière dont il a été conçu et même une fois qu'ils les portent, je pense qu'ils ont une partie du message et et des valeurs qu'on veut faire passer au travers de notre travail. Du coup, moi, j'ai pas de critique, j'ai vraiment juste des encouragements ou alors des questions parce que des fois, les gens, effectivement, ils veulent quand même savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ces prix. Mais effectivement, je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire et de réapprendre aux gens à consommer et plus à surconsommer. Et à se dire effectivement, je peux pas m'acheter un jean à 130 €, mais peut-être que j'en aurais acheté 10 à 20 € qui auront duré 2 mois. Et alors qu'il vaut mieux peut-être attendre un peu, vouloir moins de choses, mais des choses de plus grande qualité et qui respectent tout le monde, la terre et les hommes. Nous, au niveau des prix, faut savoir que déjà pour de l'upcycling, on est assez bas. Nos jeans upcyclés commencent autour de 50 €, donc c'est vraiment bas pour de l'upcycling. Mais les retours sont assez mitigés. On a la majorité des retours sont quand même très bons sur les prix. Les gens sont assez contents de voir des prix qui sont quand même bas. Et c'est un travail que l'on fait, nous, en interne, où on essaie de trouver des transformations qui sont simples, qui ne nous demandent pas trop de temps, mais qui viennent quand même valoriser le vêtement. Parce que l'objectif avec nos friperies, donc qui s'appelle Dingue Fringue, c'est vraiment que ce soit accessible, que ce soit inclusif et on propose des prix très bas déjà dans nos friperies. Donc on a des bons retours. Après, en boutique, la cohabitation a été compliquée un petit peu au début entre le corner upcycling et nos vêtements de friperie. Parce qu'on a des prix très très bas, ça commence autour de 3 €, il me semble, les vêtements en friperie.
Et donc certaines personnes qui venaient plus par nécessité pour acheter des vêtements chez Dingue Fringues étaient assez étonnées de voir finalement un portant avec des pièces qui tournaient plus autour de 30-50 euros. Donc assez étonnées par rapport à ça, et parce qu'il y a ce raccourci qui peut être fait aussi avec le relais, mais quand on ne connaît pas forcément l'upcycling, mais je ne comprends pas, c'est des dons, pourquoi ça coûte ce prix-là ? Et du coup, il y a un vrai travail de sensibilisation qui est à faire, que l'on fait sur nos réseaux, mais aussi en boutique, où vraiment on vient expliquer aux clients, on vient expliquer aux personnes qui sont curieuses, qui viennent fouiller dans ce corner-là, et on leur explique tout le principe, l'objectif de créer des emplois d'insertion, tout le travail qui a été fait, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, le travail de couture et le fait de penser le vêtement, ça prend énormément de temps, vu que c'est de la pièce unique. Et généralement, les gens sont super contents, et puis trouvent le projet hyper intéressant, et donc après cette sensibilisation, les gens comprennent. Mais il faut passer par là, ouais. Oui, alors je pense que chez Dialogue, c'est probablement sur les intervenantes, le retour sur les prix, il est permanent en fait. C'est vrai que nous, 12 entreprises françaises, du lin qui pousse en France, de la graine jusqu'à l'étiquette, on est 100% made in France, donc je vais pas vous mentir, c'est forcément un coût. Notre jean, à nous, il est pour homme à 240, donc forcément quelqu'un qui arrive chez Dialogue se dit ok, c'est pas forcément pour moi, donc de notre côté, on a énormément de travail, de sensibilisation. Leur dire, oui, vous payez un jean ce prix-là, mais attention, c'est une innovation textile, c'est des salaires français, c'est de la valorisation de travail. Enfin, forcément, nous, on va pas pouvoir vraiment baisser nos prix en sachant que très très honnêtement la marge elle est quasi inexistante pour nous, on fait certainement pas du x14 ou je ne sais pas combien ça serait indécent. Nous notre objectif c'est vraiment on pense pas trop à je dis nous parce que je suis pas toute seule, il y a Noémie et Elisa qui travaillent avec moi, du coup pour l'instant, on est dans un objectif de démocratiser, un peu montrer aux gens, leur dire voilà, c'est possible, ça existe, regardez, ça existe. On a mis en place des petites astuces, alors du 4 fois sans frais, parce que parfois mentalement, les gens, ça va mieux quand on leur dit oui, tu vois, en fait, par mois, tu vas payer ça plutôt qu'une fois d'un coup. Ce qui marche vraiment très bien, c'est quand on les rencontre. Alors nous, pour l'instant, on n'est que en e-shop, c'est évidemment puisqu'on est à Paris et que donc les loyers à Paris sont excessivement chers. Mais dès qu'on arrive à faire un pop-up, dès qu'on arrive à les rencontrer, je vois bien que quelque chose se passe en fait, parce que y a une volonté vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière mon vêtement. Effectivement, je rejoins ce que tu disais, c'est que les gens veulent, ils ont envie. Donc ils réfléchissent, on essaie de faire des t-shirts aussi, voilà, mon t-shirt est 100% lin, on va vraiment baisser le prix, de négocier avec nos fournisseurs, leur dire oui on est tout petit mais regardez si vous nous aidez, la suite elle sera meilleure. Donc voilà, c'est vrai que nous on est sur une tranche haute, donc c'est un peu compliqué. On y travaille et on y travaillera je pense en permanence pour essayer de rendre ça de plus en plus accessible à l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Et au-delà de l'enjeu qui est quand même super important de défendre les projets de slow fashion, tout simplement parce que c'est une mode qu'on aime, quels autres enjeux vous voyez autour des prix qui sont pratiqués dans la mode ? Qu'est-ce que ça vous évoque d'autre ? C'est tout un système en fait. On en revient toujours aux deux problématiques que sont la surconsommation et la surproduction. De toute façon, on a beau poser le problème de la fast fashion dans tous les sens avec différentes problématiques, on revient toujours à celle-ci. On remonte à la source. Donc, de toute façon, on sait tous que le curseur prix s'est déplacé depuis les années 2000 avec la fast fashion. On en vient à des aberrations avec des pièces à 2,70 €. Alors, j'ai écouté un de tes épisodes absolument passionnants sur la génération Z, dont je ne fais pas partie. Moi, je suis celle de juste avant. Et effectivement, ce que tu disais très justement, c'est que vous n'avez pas de boussole, puisque vous êtes une génération où vous êtes nés dans la surconsommation. Moi, j'avais encore mes parents qui insufflaient encore du bon sens. Donc, j'ai des petites bribes de bon sens encore dans mon éducation, mais encore, j'ai sombré. Enfin, on va pas se leurrer. C'était trop tentant, mais voilà, on en revient toujours à ça. Et je pense que c'est encore plus compliqué pour vous quelque part que pour les générations précédentes. Et du coup, est-ce qu'on a à vous jeter la pierre ? Ça, je ne pense pas.
Je pense qu'on devrait jeter la pierre aux parents qui vous ont éduqué, mais ça c'est personnel. Donc je dérive, mais encore une fois, on en revient toujours à ces problématiques-là qui sont sous-jacentes. Alors après, il y a des solutions et il y a toujours la pédagogie que vous faites auprès de vos clients, auprès des gens qui vous suivent et voilà. C'est vrai que ça m'intéresse pas mal ce point sur la jeunesse. Adélaïde, on a le même âge, on est toutes les deux de la Gen Z. Qu'est-ce que tu penses de ça dans notre génération? C'est vrai qu'il y a une grosse consommation de fast fashion et du coup une grosse exploitation. Est-ce que tu as l'impression que notre génération est plutôt concernée ou pas trop par ça? Alors moi aussi, j'ai plongé un moment, je pense que voilà, mais je crois que c'est aussi la période de l'adolescence où on se cherche pas mal et les vêtements sont aussi une solution pour se trouver, où nous ont été présentés comme une solution alors que c'était pas forcément le cas sur les dernières générations. J'ai l'impression que nos générations sont en train de s'éloigner un petit peu de ça, de cette surconsommation textile en tout cas. Et qu'une fois qu'on s'est trouvé, on n'a pas forcément besoin de ce vêtement-là pour avoir l'air de cette personne-là aussi. Et donc ouais, notre génération, c'est un problème qui est pas forcément, c'est pas forcément de notre faute directement, mais il faut qu'on le combatte aussi et on est les premiers à pouvoir le combattre. Et je pense que tu parlais des grands-parents et des anciennes générations aussi. Il faut qu'on retrouve en fait qu'on redonne de la valeur aux vêtements, qu'on retrouve ce côté précieux autour du vêtement. Moi, je retrouve j'ai un pull de ma grand-mère. Enfin, je suis hyper contente de l'avoir. C'est une sorte d'héritage. Il faut qu'on redonne de la valeur à ces vêtements-là. Et qu'on en fasse quelque chose de précieux. En fait, c'est un investissement, un vêtement. C'est pas comme aller acheter du pain, c'est un investissement. On achète un vêtement, il est censé durer des années, comme on achète un meuble, comme on achète un canapé. Il faut retrouver ce process-là, je pense, d'achat, ce type de consommation-là. Et j'espère qu'on se dirige vers ça pour notre génération, en tout cas. Alors, je vais répéter ce que Catherine a dit il y a quelques jours, et qu'elle répète assez souvent et que je répète assez souvent. On porte en moyenne en Europe que 30% de ce qu'on a dans notre garde-robe. Ça veut dire que 70% n'est pas porté. Donc si on allouait la quote-part du budget des 70% dans les 30% pour insuffler pour acheter mieux, et acheter mieux, c'est faire durer ses vêtements en fait, et les porter. Déjà, c'est le premier pas. En fait, tout simplement, c'est pas la peine d'aller. C'est bien d'aller faire les marketing, mais déjà, si on fait durer sa garde-robe en fait, je pense qu'il faut vraiment s'extraire de cette frénésie de surconsommation. Il faut observer déjà. Il faut vraiment. Voilà. Enfin, c'est comme si on devait s'extraire du monde et se dire je suis totalement tout le temps harcelée. J'ai des newsletters, j'ai les réseaux sociaux, les hauls, les machins. On voit 1200 à 3000 pubs par jour. Donc si déjà on prend conscience de ça, que en fait tout est fait pour qu'on ne réfléchisse pas et qu'en un clic on achète, si déjà on se dit le problème il vient pas de moi en fait. Il vient pas de moi et si j'ai rien à mettre et si j'ai plein de vêtements que je mets pas et que je culpabilise et que j'en ai marre, c'est pas ma faute. Et déjà on peut changer sa manière de faire et se dire maintenant je vais essayer de retrouver la maîtrise. Et c'est quoi? C'est observer ce qu'on a dans sa garde-robe et se dire faut que je me focalise sur les 30%. C'est une bonne première piste, ça donne énormément de réponses. Et après réfléchir en termes de besoins et de se dire est-ce que j'en ai besoin? J'ai pas dépensé parce que j'ai arrêté cette frénésie. C'est un long process, attention, ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis après investir, comme tu le disais, dans des pièces qui ont de la vraie valeur humaine, et puis des pièces que vous allez porter et qui vont durer tout simplement. J'ai beaucoup parlé. Absolument. Eh bien nous c'est super parce que tu as spoilé la question d'après qui t'était destinée. Voilà. Qui était du coup comment est-ce qu'on pourrait consommer plus éthique. Et puis vu que tu es l'experte de ça, je voulais te demander 2-3 petits tips. Et on peut aussi ajouter qu'il y a très utile la seconde main. Alors pareil, il ne faut pas tomber dans un piège de surconsommation comme on peut le faire avec Vinted, mais ça reste un moyen d'avoir des vêtements vraiment extrêmement accessibles. On peut avoir, des pantalons, des robes à 5 €, vintage ou seconde main. Donc vintage qui a plus de 20 ans d'âge, seconde main qui a moins de 20 ans d'âge. Il y a un petit débat, mais moi en tout cas c'est mon avis sur la question. Et donc avec les conseils que tu as donnés, on peut se retrouver déjà avec une bonne base. En attendant, si on a déjà assez de vêtements ou qu'on n'a vraiment pas les moyens, qu'on n'a pas de fripe à côté de chez nous, qu'on n'a même pas les moyens d'avoir, de prendre le temps d'aller sur Vinted parce qu'on a autre chose à faire, est-ce que tu penses à d'autres moyens ou est-ce que vous pensez à d'autres moyens assez simples, assez faciles de soutenir les marketing? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça?
Je pense à quelque chose qu'on a laissé de côté depuis des années, mais c'est tout simplement le troc. On a tous des vêtements qui nous plaisent dans l'armoire de notre copine, de notre grand-mère, de notre maman, et en fait il faut troquer, et il faut échanger et en faire quelque chose de sympa. On fait un événement, on vient échanger nos vêtements, et je pense qu'il faut revenir vers quelque chose de simple, où en fait on a déjà tout ce qu'il nous faut, et il faut faire attention à cette frénésie, juste on a ce qu'il nous faut, ou alors notre voisin là, et on peut troquer, voilà. Oui, alors après, pour les soutenir, mais là, c'est pas un type concret et qu'on peut pas forcément s'offrir une belle pièce. C'est aussi soutenir toute la cause de la mode éco-responsable. Et donc, pourquoi pas aller voir ce qui se fait du côté des associations, aussi agir à son échelle lors de la Fashion Revolution Week avec Fashrêve pour justement demander des comptes aux marques. C'est aussi signer des pétitions. Je pense à une mode meilleure, c'est suivre ce qui se passe avec en mode climat, sans pouvoir forcément mettre de l'argent. C'est aussi s'informer et soutenir des personnes qui sont engagées pour mieux faire les choses. Tout à fait. Et depuis tout à l'heure, on parle du coup de communication, d'éducation du public, de nos amis, de nos familles. Et il y a un petit défi qui revient, c'est que les milieux écologistes, que ce soit dans la mode ou dans d'autres milieux, sont parfois accusés d'être condescendants, voire d'être classistes, parce qu'on a du mal à prendre en compte des différences de privilèges. C'est un vrai défi. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la mode éthique ? Et à votre avis, comment est-ce qu'on peut communiquer à son public tout en évitant de tomber dans le classisme ? C'est un grand défi, c'est une grande question. Si jamais vous avez un début de réponse, une réponse entière. Bon, on va pas se mentir, on s'appelle pas Dialogue pour rien. Ça a été toute notre problématique. On a vraiment eu ça en tête en permanence. Pas de condescendance. Pas dire aux gens arrêtez de faire ça, faut faire comme ça maintenant, vous avez tort. Ce qu'on voulait, comme personnellement, je suis tombée dans cette frénésie. Je crois qu'en fait, il faut passer peut-être par là pour comprendre. Pire, j'y ai travaillé. J'ai travaillé en bureau de style, donc j'ai participé à un moment de ma vie à cette frénésie en fait. Ce qui est je le vis pas comme une honte en fait. Je prends mon exemple pour justement préciser que chez Dialogue, voilà, on a eu ça en permanence en tête. J'ai vécu, je l'ai vu, j'ai pas accepté, je me suis retirée. Et sincèrement, je suis très humble. Je voudrais montrer aux gens que malgré notre chemin, malgré l'armoire qu'on a, malgré la pensée qu'on a eue à un moment, on peut changer. Ça existe, c'est vrai, c'est possible. Regardez une authentique parisienne qui a dépensé beaucoup d'argent dans n'importe quoi et qui s'est réveillée. Voilà, j'ai grandi, j'ai 31 ans aujourd'hui aussi. C'est vrai que l'adolescence est une période compliquée. Donc, on cherche beaucoup son style. Voilà. Une fois qu'on sort de ça, on est plus calme, c'est possible. Et Dialogue, voilà, on discute, on fait plein d'articles. On participe, on s'engage, on montre, on explique. Moi, je pense que c'est beaucoup d'explications. Plus on explique aux gens, plus on les prend par la main parfois et on leur dit « Hey, tu vois, c'est pas... ça va aller, tu vois, genre c'est pas à pas, on te demande pas de changer tout de suite, effectivement, demain, tu vas être le meilleur. Non, mais regarde, pas à pas, tu accompagnes cette entreprise, tu accompagnes cette pensée, cette valeur. Donc je pense que l'accompagnement et la pédagogie, c'est une arme très forte en réalité, vraiment. Moi, ça a marché grâce à Nono, qui est juste là. C'est des rencontres, voilà, c'est des rencontres. C'est de la pédagogie, des rencontres, des discussions. Et après, ça fait des belles histoires pour nous, par exemple. Je te rejoins totalement sur le fait que en tant que consommateur, il faut vraiment prendre son temps, ne pas sauter les étapes non plus et réussir à trouver son propre fonctionnement. Chacun va à son rythme et c'est complètement ok en fait. Et en tant que créatrice plutôt, nous la marque comme je disais, on se base en fait sur ce qu'on reçoit. Ce qu'on reçoit, c'est ce que la société donne, c'est ce que Paris donne comme vêtements. Donc, on se base en fait sur tout type de taille, sur tout type de vêtements, sur tout type de forme. Et du coup, nous, on se base vraiment sur l'inclusivité. Ça reste notre objectif numéro 1 avec l'insertion, avec plein d'autres objectifs. Mais c'est vraiment notre marque, il me semble, représente
La société aussi, on est vraiment sur... du coup, ce côté hautain, ce côté condescendant, je le retrouve pas forcément dans cette marque-là, parce qu'on est quand même, on essaie d'être proche aussi de la demande, sans suivre forcément les tendances et sans être dans cette frénésie. Et je pense que c'est quelque chose dont il faut faire attention aussi avec la mode durable, c'est ne pas reproduire inconsciemment le schéma de la fast fashion et des grandes maisons, voilà, mais de rentrer dans cet élitisme aussi. Et il faut essayer au maximum de populariser l'upcycling, de populariser la mode, tout en gardant évidemment ce côté précieux et mettre en avant l'artisanat, tout ça. Mais je pense qu'il faut le populariser. Il faut pas reproduire l'ancien schéma de la mode en faisant quelque chose de le dieu suprême de la mode qu'on connaît tous, voilà, des grandes maisons. Je pense qu'il faut stopper ça et le rendre accessible et tout le monde s'habille. Et du coup, c'est le combat de tout le monde, il me semble. Ouais, c'est un sujet casse-gueule. Hein. Non, en fait, ouais, je sais. T'as raison, on se les pose tous. Après, c'est une question. Enfin, acheter, j'ai pas envie de dire de la mode éthique, mais acheter différemment et un petit peu plus consciemment, en fait, c'est une démarche qui est personnelle et on fait vraiment comme on peut. C'est des arbitrages en permanence entre ses convictions, ses moyens. Sa disponibilité mentale, et voilà, donc comme tu le disais, il n'y a pas d'obligation de résultat. À partir du moment où on est sincère avec soi-même et qu'on fait au mieux, même si on n'a pas les moyens à un instant T d'acheter une pièce, un jean à 130 €, bah on fera de la seconde main, voilà, et on essaiera d'acheter un truc un peu plus qualitatif que chez Zara pour le même prix. Voilà, c'est des arbitrages constants et il faut pas culpabiliser les gens. En fait, je pense que les gens veulent vraiment bien faire. Il faut vraiment changer cette image-là et il faut vraiment les encourager. Voilà. On parlait tout à l'heure, tu as dit Adélaïde, le culte des grandes marques. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je parlais avec une créatrice qui s'appelle Juliette, qui a créé Fille 1618, donc qui est une marque d'artisanat qui a des sacs qui coûtent en effet extrêmement cher, mais qui sont justifiés parce que c'est fait par quelques-uns des plus grands artisans de France dans un cuir qu'elle a récupéré en dead stock, etc. Mais elle m'a dit qu'elle pouvait parfois se prendre des insultes sur les réseaux sociaux, donc ça pouvait être compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit des marques, je ne vais pas nommer, mais vous voyez les marques des grands groupes, il y en a beaucoup qui ne produisent absolument pas de façon éthique. Surtout dans un des 2 grands groupes français, il n'y a pas spécialement d'effort qui est fait en interne. En attendant, elles vendent 3, 4, 5 fois plus cher que certaines marques éthiques de luxe, parce qu'elles réalisent 10 fois plus cher, merci Catherine, c'est ça, 11, parce qu'elles réalisent en fait des marges absolument indécentes. Et pour autant, ça arrive que quelquefois il y ait des scandales, mais ça reste beaucoup plus rare. Qu'est-ce que vous pensez de cette inéquité entre le luxe mainstream et les marques éthiques ? En fait, le sujet là qu'on aborde, je pense qu'il est complexe pour la simple et bonne raison que les groupes que vous citez, c'est des mastodontes. C'est des monstres, quoi. C'est très difficile. C'est un peu David contre Goliath, quoi. C'est un peu ça l'enjeu. C'est de trouver vraiment, je pense, la petite clé qui va les faire frissonner, quoi, qui va leur donner un peu des sueurs froides. C'est ça. Mais alors, je pense qu'on commence à les trouver un petit peu parce qu'ils commencent à serrer les fesses. Hein. Je vois bien, hein, parce que j'ai quelques contacts là. Et effectivement, puis de toute façon, tout le monde ici, je pense, l'a vu, le greenwashing, etc. Ça commence un peu à stresser. Plus on sera nombreux, peut-être, plus on proposera des alternatives, plus on sera à montrer leurs techniques, voilà ce qu'ils font, voilà comment ça se passe chez eux, est-ce que vous avez envie d'investir en eux, ou est-ce que vous avez envie d'investir en des personnes qui font beaucoup d'efforts pour pas vous arnaquer en fait, pour vous donner vraiment des produits qui ont de la passion, de l'âme, du cœur, et pas juste un super logo et en fait vous vendent juste une tranche de rêve, quoi. C'est tout ce qu'ils veulent vous vendre. C'est comme les cosmétiques, on le sait très bien, enfin de toutes ces marques-là, ils vous vendent l'illusion que vous appartenez à ce rêve pendant 30 secondes. Et ça, c'est vraiment leur stratégie, et c'est très difficile effectivement quand c'est établi depuis 30, 40, 50 ans parfois, de déstabiliser ça. Mais moi, j'y crois. Moi, je suis le genre de personne très, très optimiste qui pense que rien
ne dure jamais et que quel que soit l'empire qui est en face de soi, on peut regarder dans l'histoire, ça peut se péter la gueule aussi. Donc on peut trouver, je suis sûre qu'il y a une solution. On est beaucoup, on va y arriver et on va montrer que cette tranche de rêve peut-être elle est plus si intéressante que ça en fait. Qu'il y a d'autres tranches de rêve beaucoup plus rentables, beaucoup plus humaines et beaucoup plus... c'est comme des trésors quoi. Moi je suis toujours le genre de personne qui quand je tombe sur une marque qui a de l'âme ou qui vraiment il y a des humains derrière, mais c'est mon petit trésor, j'ai envie de le porter, j'ai envie que quand je le remets je suis là genre c'est pas la même sensation quoi, c'est que effectivement la chemise à 2 €, le prix d'un sandwich quoi, enfin va falloir qu'on m'explique mais je crois qu'on commence à savoir pourquoi en fait, donc on va trouver la clé, moi j'en suis persuadée. En fait, je crois que c'est ça aussi, c'est que les petites marques qui sont en train de se créer, qui sont plus ou moins grosses, mais restent petites par rapport à ces groupes-là, ce sont des marques qui sont humaines en fait. Donc il y a du monde qui est derrière, il y a des humains, contrairement aux gros groupes où finalement on ne sait pas trop qui est derrière, on ne sait pas trop qui travaille là-bas. Et donc c'est plus facile de s'attaquer aux plus petits aussi. C'est plus facile de s'attaquer à ceux qui veulent bien faire. Comme on disait avec les consommateurs, où il faut prendre son temps et c'est OK et c'est étape par étape. En fait, c'est pareil pour les petites marques. On ne peut pas tout de suite proposer une mode qui est durable, qui est accessible, qui est inclusive, qui est faite en France. Enfin, en fait, c'est impossible. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens pour le faire. On n'a pas l'industrie pour le faire en France. Donc, c'est étape par étape et la mode est en train de changer. Et je crois qu'il faut être indulgent avec ces petits créateurs et que ça ne sert à rien de les insulter sur les réseaux et en fait il faut les soutenir et c'est OK, on prend notre temps et on veut bien faire, on a tous des bonnes intentions donc Oui, puis je vais vous partager mon ressenti personnel du coup par rapport aux réactions que les gens peuvent ne pas avoir face aux marques de grand luxe. J'ai l'impression que c'est parce qu'on a un peu changé de définition de ce que c'est que le luxe. Moi, à titre personnel, pour moi, de base, c'est des vêtements très bien faits. Après, il y a des marques de luxe qui sont pas spécialement éthiques, qui ont aussi des très beaux vêtements, des bons plis, etc. C'est pas forcément tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'en plus, en 2022, vu les petites deadlines qu'on est en train d'avoir avec le rapport du GIEC, le luxe, c'est aussi des vêtements qui peuvent nous permettre de vivre plus longtemps, d'avoir une planète en bon état, de pouvoir aller à des conférences sans avoir besoin de 15 bouteilles d'eau et de brumisateurs. Et j'ai l'impression qu'on n'a plus trop cette dimension, que l'artisanat revient un petit peu en France, heureusement, grâce à des marques qui font l'effort, qui font à la main, qui expliquent pourquoi vous prenez le temps de faire. Mais j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu dévié de ce sens-là, alors qu'à une époque, par exemple, la plupart des vêtements étaient faits soit par les familles elles-mêmes, soit sur mesure. Tu te faisais tailler un manteau, alors c'était il y a longtemps, tu te faisais tailler un manteau par un tailleur et on le gardait très longtemps et on le passait aux petits-enfants. Et c'est vrai qu'on a complètement perdu ce rythme-là. Et c'est pour ça que je suis contente de parler de ça avec vous aujourd'hui, pour retrouver. Je pense que, effectivement, ce que tu dis sur l'artisanat, je pense que le lien entre la perception des marques et la qualité de ce qu'est le luxe et de ce qu'est une grande marque, tout ça, tout est lié et tout est une question d'éducation, dans le sens où moi par exemple j'ai fait un CAP bijouterie et j'ai fait ce CAP parce que j'étais pas bonne à l'école et qu'on m'a dit tiens tu es pas bonne à l'école, va voir ce que tu peux faire de tes mains, de toute façon il n'y a pas besoin de réfléchir. Et en gros tout ça pour dire je pense qu'il y a un grand besoin de rééduquer vraiment la manière de penser, mais vraiment depuis la base, et de réapprendre aux gens ce que c'est le travail manuel et le coût que ça a, mais les bienfaits que ça a aussi, et la valeur que ça a, et il faut complètement le revaloriser. Et pour pouvoir faire justement la distinction entre une fille qui va peut-être vendre des sacs très très chers, mais par contre derrière qui aura plein de valeurs, qui fera travailler des gens qui ont un savoir-faire irremplaçable, dans des très bonnes conditions, qui va respecter l'environnement, plutôt qu'une grande marque qui est établie et qu'en fait on réfléchit même plus pourquoi on achète cette marque, juste on voit le logo et on se dit c'est ok, c'est du luxe et on achète, mais sans réfléchir. Et c'est pour ça que je pense que la clé de tout ça, c'est vraiment rééduquer les gens, réapprendre vraiment et réinstaurer de valoriser l'artisanat, les métiers manuels, de leur redonner leur titre de noblesse, et surtout de réexpliquer pourquoi c'est très important, pourquoi on fait ça, pourquoi ça vaut le coup d'acheter quelque chose de qualité. Et voilà, tout est une question d'éducation et de revoir un peu toutes les bases et de réapprendre aux gens
à consommer et à savoir qu'est-ce qu'ils consomment pour, enfin voilà, tout ce qu'on disait depuis le début, pourquoi ça coûte tel prix, où c'est fabriqué, tout ça. Mais je pense que c'est un truc très 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 global, je pense, qui concerne la mode, l'artisanat, mais aussi l'enseignement, la politique. Enfin, pour moi, tout est lié. C'est vraiment un truc qu'il faut entièrement revoir depuis, ça devrait s'apprendre à l'école en fait. Enfin, il faudrait revoir tout un système et pour moi, voilà, ça fait partie d'un tout. Donc je pense que ça prendra un petit peu de temps avant de pouvoir toucher en fait tout le monde, parce qu'il y a des gens, c'est le dernier de leurs soucis de savoir comment c'est fabriqué ou quoi que ce soit. Voilà, la clientèle, je pense, de la fast fashion, il va falloir peut-être un petit moment avant qu'ils soient un peu sensibles à ça. Après, des fois, ça passe par des déclics. Parce que, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'on a tous surconsommé dans nos vies, on a tous acheté des vêtements à Zara. Et il y a peut-être quelque chose, moi je pense qu'il y a quelque chose qui m'a fait un déclic et où à un moment j'ai changé radicalement de consommation. Je pense que la nouvelle génération, elle est quand même très très sensible à tout ce nouveau discours sur le réemploi, le recyclage. Et la consommation, moi qui fais partie de la précédente, pour le coup, moi quand j'étais ado, acheter des vêtements à Emmaüs, c'était la honte, quoi. Ça voulait juste dire que tu n'avais pas les moyens, que tu étais pauvre. Enfin, voilà, il y a tout ça. Alors que maintenant, il n'y a aucun souci. Les filles de 14 ans, elles vont s'acheter des vêtements à Emmaüs pour être originales et pour avoir des vêtements uniques. Donc je pense quand même qu'il y a et alors que nous, moi, pour le coup, qui ai grandi en même temps que la fast fashion, c'était un peu d'un coup la solution miracle pour être à la mode et pour passer, pour faire partie un peu du lot, quoi. Mais voilà, donc je pense que c'est peut-être les anciennes générations qui vont être plus compliquées à rééduquer. Mais par contre, effectivement, le système d'enseignement, en tout cas de base, il faut vraiment tout revoir pour que tout soit remis à sa juste valeur, quoi. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que vous, en tant que marque, vous n'êtes pas que créateur. Et vous êtes aussi, vous avez une obligation d'apporter beaucoup de pédagogie, d'information, sans cesse. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, parce qu'il y avait des marques éthiques avant vous, mais qui étaient moins axées sur. Bon, voilà. Mais là, c'est vrai que on se rend compte vous êtes par définition, comme vous êtes des petits créateurs. Bon, c'est un cas à part pour le relais, mais vous êtes couteau suisse et en plus vous avez cette casquette supplémentaire de pédagogie et effectivement, pourquoi ? Parce que il y a tout à revoir et voilà. C'est ça, c'est un peu ce qu'on dit pour les petites marques, t'es community manager, rédacteur, designer, tu fais un petit peu tout. Et du coup, c'était hyper intéressant d'avoir tous vos ressentis. Puis en fait, comme vous le disiez, moi aussi, j'étais la première à péter un plomb chez Forever 21 quand j'avais 14 ans. On a tous un peu évolué à ce niveau-là. Et puis en fonction des générations, en fonction même des groupes de potes, il suffit que tu aies un pote qui arrive à trouver une pièce cool chez Emmaüs et ça arrive à convertir tout un groupe. Donc ça dépend vraiment des cercles sociaux. Mais en voyant votre propre parcours, comment vos marques sont reçues, le fait qu'on ait littéralement des événements entiers organisés sur ça maintenant, ce qui n'aurait pas forcément été le cas, ça n'aurait pas été aussi hype il y a 15 ans. En quelques mots, comment est-ce que vous voyez la situation évoluer ? Est-ce que vous avez l'impression que les consommateuristes vont de plus en plus se diriger vers ça, qu'il va y avoir une scission ou qu'au contraire, ça va finir par s'essouffler ? Moi, je pense pas que ça va s'essouffler. Je pense par contre qu'il va falloir vraiment que les gens qui ont l'influence, ils mettent le paquet parce que j'ai l'impression que ça se divise entièrement. Enfin, qu'il y a soit des gens qui sont dans un chemin de très bonne consommation et de vouloir vraiment faire le maximum pour respecter la planète et les humains, et que par contre, il y a une autre classe où ça va pas du tout et où eux, ils vivent avec des œillères et du coup, je pense que réunifier tout ça, ça va être un peu compliqué et qu'il va falloir, d'après ce qui se dit, on a 3 ans pour changer la donne, donc il va falloir qu'on mette le paquet, quoi. Parce que voilà, je pense qu'il y a une grande partie qui est hyper motivée, mais malheureusement, je crois que quand on est dedans, justement, qu'on est dans ce milieu-là, dans l'upcycling, qu'on travaille tous les jours, en plus quand on est des petites marques, on n'a pas le temps de lever la tête et on a l'impression que tout le monde est dans la même dynamique que nous, que c'est trop bien et tout machin, sauf qu'en fait pas du tout. Je pense qu'il y a le reste du monde, il y a une grande partie de la planète où ça va pas du tout. Et voilà, donc il va falloir faire de gros efforts. Je pense pas du tout que ça va s'essouffler. Parce que je pense qu'on n'a pas le choix, en fait. Sinon, on va tous mourir.
Et donc ça va pas s'essouffler, mais qu'il va falloir continuer à se battre fort et crier très fort pour faire entendre notre discours. Évidemment, j'espère aussi que ça va continuer comme ça et que le combat va rameuter de plus en plus de monde, et je pense que c'est bien parti pour. Comme tu disais, il suffit d'une personne dans notre groupe d'amis qui va chez Emmaüs et c'est du bouche à oreille. Et je crois que c'est une question de logique. Les gens commencent à rentrer dans cette dynamique, dans cette logique aussi. Mais comme tu disais, il y a cette division entre deux groupes, le groupe surconsommation et le groupe qui commence à prendre conscience. Et je crois qu'on a besoin des lois pour qu'elles nous accompagnent et rameuter tout le monde de notre côté et que ça se passe bien, pardon. Donc j'espère que c'est ce qui va se passer dans les prochaines années. Ben oui, je vais redire à peu près tout ce qui a été déjà dit, à vrai dire. Sauf que oui, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense pas que ça va s'essouffler, on n'a pas le choix. Peut-être une notion de... Alors c'est peut-être un peu bizarre, mais la honte doit changer de camp en fait. C'est pas nous. Enfin voilà. S'il y a une certaine forme, c'est pas non plus que j'ai envie de dire oh là là, comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas mettre la honte sur les gens, mais oui, je pense que toutes ces questions en fait, elles doivent vraiment être posées par des lois, par des vraies actions. J'ai jamais compris pourquoi l'écologie c'est un parti politique. Pour moi, ça devrait être chez tous les partis politiques en fait, puisque ça concerne tout le monde, que tu sois de droite, de gauche, de haut milieu, on s'en fout, ça concerne tout le monde quoi. Donc et l'éthique aussi. Enfin, pour moi, ça devrait être la base. Donc le jour où on comprendra ça, probablement, on arrêtera de se diviser, parce que cette division, je pense elle prend ses racines souvent ici. Dire aux gens, c'est possible, ça, on va le faire ensemble et on va y arriver. Et même si on n'a que 3 ans, c'est parti quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pas possible, ça peut pas s'essouffler, c'est impossible. Mais je suis d'accord, il y a une grosse scission. Mais cette scission, pour moi, elle vient d'une peur. La peur du changement, la peur de pas reconnaître le monde dans lequel on vit, où ils ont peut-être trop de... Voilà, ils ont pas envie de changer, mais ils se rendent pas compte que ce changement, en fait, il est pour eux aussi, quoi. Il n'y a pas de division, en fait. On va tous droit dans le mur. Il n'y en a pas qui vont s'en sortir mieux que d'autres, quoi. Donc, c'est le jour où on arrive à faire ça, je pense que beaucoup de choses vont changer. Et probablement, la jeune génération, effectivement, même si elle a des comportements très contradictoires qui peuvent être à la fois très engagés et à la fois aller chez McDo, c'est vrai que ça va être encore un petit peu le combat, mais en tout cas la porte elle est ouverte quoi. Et ça c'est vrai que elle n'était pas tant ouverte que ça il y a 10 ans quoi. Et là ça y est, on va le dire, c'est cool d'être écolo, d'être dans l'éthique et tout. Il faut que ça soit plus que cool, il faut que ce soit presque normal en fait. Alors le mot de la fin, en fait, pour mieux consommer la mode, j'ai qu'un seul mot, allez voter. Enfin 2 mots, allez voter. La mode, mais que ce soit la mode, que ce soit n'importe quel bien de consommation, il faut tout repenser, surproduction, il faut encadrer la surproduction, la surconsommation, remettre de l'humain, l'écologie, et ça, à l'échelle individuelle, on sait que c'est bien d'être aligné avec ses pratiques et ses gestes et ses modes de consommation, mais c'est très insuffisant et on n'a que 3 ans, donc il n'y a qu'une seule solution, c'est politique maintenant. Donc allez voter. Je n'ai rien à ajouter. Et du coup, c'était une conférence qui était organisée en partenariat entre le Digger Club, à qui nous devons ce super event, et Couture Apparente Podcast. Merci beaucoup. Merci infiniment à Juliette, Adélaïde, Fanny et Anaïs pour leur participation à cette conférence. Pour continuer de soutenir une mode juste pour la planète et ses habitants, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver les marques Capo Bianco, R/ et Dialogue Paris, ainsi que le compte éducatif The Greenimalist sur les réseaux sociaux. Merci au Digger Club de m'avoir proposé de concevoir ce cycle de conférences et merci au Jardin 21 de nous avoir accueillis. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode ? C'est le premier sur 3 du cycle hors-série d'été de Couture Apparente en partenariat avec le Digger Club et je suis ravie de le partager avec vous.
Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 9 août pour découvrir la seconde conférence de notre cycle hors série d'été.